Tim, des importants affrontements se passent à Kidal. À l'entrée même de la ville de Kidal, il y a des affrontements intenses qui se passent. Vous devez aussi savoir que le gouvernement malien, il y a déjà quelques jours, a demandé la coupure des connexions Internet dans tout Kidal pour empêcher aux terroristes de mieux dialoguer. La sortie de la MINUSMA vient de laisser une fenêtre importante aux terroristes, mais aussi vient de laisser le champ libre au président Assimi Goïta. Rappelez-vous, le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, je peux l'appeler, parce que vous savez aujourd'hui que l'Alliance du Sahel fait de ces trois pays des pays alliés et unis. Donc vous ne pouvez pas parler d'un pays sans parler de l'autre. Et vous ne pouvez pas déstabiliser un sans déstabiliser l'autre. Si vous touchez un, vous touchez à tous les autres. Donc permettez-moi d'appeler Ibrahim Traoré quand je parle du Mali. Le président Ibrahim Traoré avait dit que pour mieux combattre, il est important de se libérer de tous ceux qui sont comme un voile devant le visage des militaires, des FDS du Burkina. Et ces gens-là sont l'armée française, que ce soit les organisations comme l'ONU qui envoient des forces de défense pour défendre les pays, mais qui finalement sur le terrain ne font rien, mais qui restent quand même sur le territoire. Et empêchant comme ça l'armée régalienne, l'armée régulière du pays d'intervenir dans tout l'étendue du territoire. Le président Assimi Goïta l'a dit, quand il était militaire, il y a certains endroits où la France les empêchait d'arriver. Ils pouvaient voir leurs concitoyens tués et voir que la France avait tout le matériel pour intervenir, mais la France refusait. Quand bien même on appelait le président de la République, Ibeka, pour dénoncer cela, il était impuissant devant la puissance française. Et donc aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons ont tout fait pour que la MINUSMA parte d'elle-même. Ceci étant fait, c'est vrai que les terroristes ont, dans un premier temps, pris en possession les voitures que la MINUSMA avait laissées, le camp de base que la MINUSMA avait laissé. Mais seulement la MINUSMA, en quittant, a laissé un vaste espace pour que le gouvernement malien puisse intervenir militairement, avec des drones, avec des hélicoptères pour les destructions massives. Et donc aujourd'hui, les affrontements se font de manière rude. Et ne vous laissez pas distraire par des ennemis de la nation malienne qui vous font croire que les terroristes sont en train de gagner le combat. C'est faux. Les FAMA sont en train de leur donner une fessée, une correction, mais internationale. Et vous allez voir que d'ici quelques mois, le Mali aura la sécurité qu'elle n'a jamais eue avec toutes les organisations internationales. La team, je vous laisse ici, chef Oumar Keïta, qui vous parle des événements qui se déroulent actuellement à Kidal. Écoutons ensemble. Territoriale, souveraineté économique, souveraineté sécuritaire, souveraineté diplomatique, tout ce que vous voulez. Et c'est au nom de cette vision commune que nous avons décidé de faire chemin ensemble, que nous sommes en train de créer cette communauté autour de laquelle Keïta de temps en temps vient partager avec vous ce qu'il pense être utile, ce qu'il juge utile pour le bien-être, pour la bonne compréhension, eu égard aux événements sociopolitiques qui se passent autour de nous, surtout dans le Liptako gourmand. Merci infiniment à toutes et à tous. Nous allons commencer, évidemment. N'oubliez pas notre ravissante et charmante marraine, Fatmata Batulignang, et son mouvement Ambiko avec qui nous faisons chemin depuis un certain temps. Ceux aussi qui nous font confiance et qui font confiance au Damsa, le produit aujourd'hui qui est en train de monter en puissance, eu égard aux différentes appréciations que vous en faites, aux différents résultats obtenus à travers le traitement de certaines situations sanitaires. Évidemment, avant de terminer, nous allons parler une fois de plus du Damsa. Nous allons vous présenter notre produit phare, le Damsa 12, et sans oublier celui qui guérit avec garantie certaine du VIH-Sida. Nous allons continuer, ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Vous aurez toutes les informations relatives au Damsa, comment le Damsa est bénéfique, comment le Damsa peut guérir, comment le Damsa peut soigner,
comment le Damsa peut changer votre vie. Vous à qui le médecin vous a dit que vous êtes malade et que vous êtes atteint d'une maladie incurable. Ou vous qu'on a mis sous traitement à vie. Évidemment, le Damsa va s'attaquer dans le sang à la cellule souche pour vous guérir complètement et vous ne serez plus jamais sous traitement à vie. Quand vous serez guéri du Damsa, vous allez retrouver votre santé, c'est comme vous venez de naître. N'oubliez pas, toujours, nous aurons besoin de vos bénédictions pour accompagner Fatmata Bathily à travers son grand mouvement Ambika. N'oubliez pas le thé tous les bonbons, la boisson tous les bonbons. Nous sommes ensemble pour une nouvelle aventure. Partagez et faites monter le mercure. Maintenant, on s'en va. Alors, voilà, ça c'est notre système. On commence avec le chapeau et puis ensuite on l'enlève. Alors, alhamdulillah, gloire à Allah, gloire à Allah, gloire à Allah. Juma Mubarak à tous les musulmans, Juma Mubarak à tous ceux qui aspirent à devenir musulmans, Juma Mubarak à toutes et à tous. Prions aussi pour le repos éternel de ceux qui nous ont quittés, particulièrement ceux qui ont porté la tenue, pour donner leur vie dans le Liptako Gourmand, afin que nous soyons, nous, dans la liberté, afin que nous puissions continuer de vivre. Eux, ils ont décidé de se sacrifier pour nous. Ne les oublions pas, ce sont nos amis, c'était nos voisins, c'était des frères, c'était des collègues, c'était des connaissances, aussi bien au Burkina, au Niger qu'au Mali. Nous rendons gloire à Allah et nous prions l'Éternel pour le repos éternel de ceux qui nous ont quittés, civils comme militaires. Alors, nous n'allons pas oublier ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont couchés, malades, désespérés. Si vous avez l'opportunité ou la chance d'entendre la voix de Keïta dans votre lit d'hôpital, Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne désespérez pas. Quel que soit ce que le médecin dit, la première guérison de toutes les guérisons, c'est la foi. Si vous avez la foi, même si le médecin dit que vous n'allez pas vous en sortir, au nom de cette foi, l'Éternel Allah agira dans votre vie. Ayez la foi, que votre foi ne s'ébranle point au regard des épreuves. Gardez la foi et prompt rétablissement à toutes et à tous. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? On va commencer par le Tchad. Je vais commencer par le Tchad. N'est-ce pas? Par le Tchad. Je vais commencer par le Tchad. Alors, voilà, permettez-moi. Le Tchad n'a pas aimé. Écoutez maintenant, s'il vous plaît, prêtez l'oreille. Je vais lire. Le Tchad n'a pas aimé. C'est le ministre des Affaires étrangères du Tchad en visite au Congo-Kinshasa, en RDC, République démocratique du Congo, c'est lui qui a dit. Donc je rapporte les propos du ministre tchadien. Le Tchad n'a pas aimé la façon dont le Mali a organisé l'évacuation de ses soldats de la base de Kidal. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Analif, le dit franchement, il déplore que ses compatriotes aient été obligés de prendre la route entre Kidal et Gao au risque de sauter sur des mines. Voilà ce que dit le ministre égaré, le ministre peu éduqué, le ministre qui manque de courtoisie, le ministre qui manque d'intelligence, le ministre égaré une deuxième fois, le ministre égaré une troisième fois, le ministre non sachant. Le Tchad n'a pas un accord avec le Mali. C'est ce petit ministre-là à la solde de la France. Voilà des vendus. Voilà des ratés. Voilà des gens qu'on dit fils d'Afrique, qui ne savent même pas ce que c'est que la diplomatie. Il est ministre des Affaires étrangères, mais il ignore les béabas de la diplomatie. Le Mali n'a pas signé un accord avec le Tchad. Non. Non. Le Tchad est intervenu
dans un premier temps, pour aider. Ça, on le reconnaît. Avec, à l'époque, Idriss Déby. Et ensuite, Idriss Déby dit, les charges sont trop, il ne peut pas mener une lutte contre les rebelles dans son pays, intervenir au Mali et faire partie du G5 Sahel. Quand ces petits ministres parlent, je leur dis toujours, arrangez-vous que Cheikh Oumar Keïta ne tombe pas sur vos inepties. Parce que Cheikh Oumar Keïta, c'est un sachant. Il a l'esprit éclairé. C'est un visionnaire et c'est un sage politique. Je dis bien, je suis un sage politique. Je ne dis pas que je suis sage, on dira, ah, ton langage est violent. Oui, je suis un sage politique. Je ne dis pas que je suis un homme sage. C'est ça aussi la différence quand on ne comprend pas français, on pense qu'on peut piéger Keïta. Keïta n'a jamais dit qu'il est un homme sage. Il dit qu'il est un sage politique. En d'autres termes, il est dans le secret des bois de la politique. Il dort là où la politique prend ses racines. C'est ce qu'il dit. Je ne dis pas que je suis un homme sage, mais je suis un sage en politique. C'est totalement différent. Voilà. Donc, quand on dit ça, au moins, c'est pour éduquer ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Idriss Déby, il a été clair. Il était sur 3 théâtres d'opération. Il ne pouvait pas. Quand la MINUSMA a été créée, donc automatiquement, le contingent tchadien a intégré, à la demande de la France, le contingent tchadien a intégré la MINUSMA. Vous avez saisi. Donc, le Mali n'a jamais, au grand jamais, le Mali n'a signé un accord de coopération militaire ou de défense avec le Tchad. Mais le Tchad faisait partie du contingent de la MINUSMA. Ça, ce petit ministre, j'ai vu sa photo quand même. C'est un monsieur qui doit être dans la soixantaine ou la cinquantaine. Oui, dans la soixantaine. C'est pas un enfant, c'est un vieux. Si tu ne fermes pas la porte là, tu vas voir. C'est un vieux. C'est un vieux. Sors. C'est un vieux. C'est pas un enfant, c'est un vieux. C'est un vieux. Il doit être dans les 60 ou 70 ans. Le Tchad n'a pas aimé la façon dont le Mali a organisé. Ce n'est pas le Mali qui a organisé, monsieur le ministre pervers égaré. Le Mali n'a jamais organisé quoi que ce soit. Pourquoi les gens sont irresponsables? Pourquoi les gens sont inconséquents et inconscients dans leurs propos? Tout le monde veut jeter le discrédit sur le Mali. Tout le monde veut salir le nom du Mali. Est-ce qu'un homme de son âge, un vieillard comme lui, peut oser, un diplomate comme lui, peut oser tenir un langage aussi décousu de toute moralité et de tout bon sens? Je dis bien un langage décousu. Ce n'est pas le Mali qui a chassé. Le Mali a demandé officiellement aux Nations Unies de quitter le Mali. Mais dès cet instant, le Tchad pouvait dire, attention, pourquoi le Tchad n'a pas parlé quand le Mali a demandé le départ de la MINUSMA? Pourquoi le Tchad n'a rien dit? Ça, c'est un. Deuxièmement, le départ du contingent tchadien de Kidal, ce n'est pas le Mali qui leur a demandé de partir. Ils avaient jusqu'au 15 pour partir. Ils ont préféré anticiper leur départ. On vous a expliqué un peu. Donc leur départ a été anticipé, ils sont partis. Ils ont demandé un plan de vol, une autorisation de survol. Le Mali a refusé. Bon, voilà un idiot de ministre. Un indigne, voilà. Donc, le soldat malien peut sauter sur les mines. Il n'y a pas de problème. Le civil malien peut sauter sur les mines. Il n'y a pas de problème. Mais qui a posé les mines? Qui a équipé les terroristes? Donc, le Mali a refusé les autorisations de vol et a demandé à la MINUSMA d'emprunter les voies qui restent. C'était bien réfléchi et c'était bien ordonné. Et c'était bien pensé. Vu que c'est eux qui étaient avec les terroristes,
vu c'est eux qui vivaient avec les terroristes, vu que c'est eux qui accompagnaient les terroristes, donc vous allez goûter, vous aussi. C'est pas le Mali seul qui va payer la facture. Vous allez aussi goûter à la facture. C'est ainsi que la MINUSMA a décidé de partir. Mais attendez, la MINUSMA, c'est l'organisation des Nations Unies. Il pouvait prendre toutes les dispositions pour que le départ sur la voie terrestre soit un départ sécurisé. Les soldats tchadiens qui sont venus au Mali, là, est-ce que c'est par avion qu'ils sont venus au Mali? Je réponds à ce petit ministre, il est vieux, mais sa tête est vide. Le contingent tchadien qui est venu là, non, on les a tous vus. Ils sont venus avec leur pick-up 4x4. Ils ont conduit du Tchad jusqu'au Mali. Alors, comment se fait-il que pour repartir, on dit, pourquoi on les laisse partir, ils vont sauter sur des mines. Mais quand ils venaient là, est-ce que c'est par avion qu'ils sont venus? Le contingent tchadien n'est jamais venu par avion. Les Tchadiens n'ont jamais pris d'avion pour venir intervenir au Mali. Non. Les Sénégalais, oui. Les Ivoiriens, oui. Les autres pays, oui. Le Burkina, par contre, non. Le Burkina est passé par là. Donc, par la voie terrestre. Le Tchad est passé par la voie terrestre. Le Tchad n'est pas venu en avion. Alors, comment vous qui êtes... Maintenant, il nous dit, pour repartir chez eux, on doit leur donner avion. Vous, you gotta be kidding me. C'est tout ça. Vous comprenez que quand Maman, quand Dibi Kaka, vous vous rappelez, je vous ai dit que Dibi Kaka était récemment en France. Il a été appelé par Macron pour aller négocier, pour comprendre pourquoi, en fait, le Tchad est en train de faire ce double jeu. Mais quand Kaka est parti, il n'est pas parti seul, il est parti avec le ministre des Affaires étrangères. Et c'est en France qu'ils ont reçu les instructions de leur patron. Les instructions de leur patron. Donc les Français leur ont fait savoir qu'ils sont très remontés contre le Mali. Et le perroquet, il vient s'asseoir devant nous. On n'est pas content. Vous n'êtes pas content, puis vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Cela démontre la duplicité de la mission du Tchad. Donc le Tchad avait une autre mission qui n'était pas la sécurisation. On a vu le zèle des Sénégalais. Comment les Sénégalais ont fait la grande gueule. Woyo waya, on a entendu ça. On a vu le Tchad. En réalité, les autres États africains avaient du respect de la considération pour le Mali. Mais le Sénégal et le Tchad étaient très effrontés et très mal élevés dans les propos. La Côte d'Ivoire, la guerre était ouverte, mais on n'a jamais vu les soldats ivoiriens s'exprimer avec autant d'impolitesse dans les propos. Alors, donc, voilà ce qui s'est passé entre... Alors, le Tchad dit qu'il n'est pas d'accord. Bon, nous, on s'en fout. Nous, on a déjà fait ce qu'on avait à faire. Vous êtes partis, c'est terminé. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Si vous regrettez, c'est votre problème. Nous, on a donné un délai à la MINUSMA. Nous, on n'a pas donné un délai au Tchad. Nous, on n'a pas signé un contrat avec le Tchad. Nous, on a une convention. On a un accord. On a un arrangement avec la MINUSMA. Un point, c'est tout. Si le Tchad ne se reconnaît pas dans la MINUSMA, nous ne reconnaissons pas le Tchad comme étant un pays que nous avons invité individuellement. Et que le Tchad puisse adresser, c'est vraiment ridicule et c'est stupide de la part d'un ministre inconscient. Ce ministre devait se tourner vers la MINUSMA pour dire nous ne sommes pas d'accord de la manière dont vous avez convoyé nos éléments. Ce n'est pas le Mali. Pourquoi cet idiot de ministre ne comprend pas que le Mali n'a rien à voir? La MINUSMA organise comme elle veut le rapatriement de ces éléments. Le Mali n'intervient pas dedans. Alors donc, on va continuer. Gansou, il a eu des chiots aujourd'hui là. Les chiots là sont en train de me fatiguer. Ouh. Alors on va... Maintenant, la question du journalisme dont de la communication tant pour moi, je vous en prie, je vais vous faire écouter quelque chose pour étayer les propos sur la question de la communication dont on a parlé. Dans le Liptako Gourmand,
dévastés par des raids terroristes. Écoutez très bien, voilà un journaliste payé par la France. Voilà un média en ligne payé par la France. Voilà des gens, souvent même ils écrivent des noms de médias. Vous allez chercher, vous ne trouvez même pas le média. Mais des noms de personnes qui n'existent même pas. Alors on dit, dans le Liptako Gourma dévasté par les raids terroristes, les patrouilles des casques bleus ont permis de freiner les exactions des groupes extrémistes violents. D'abord, le Liptako Gourma, quand vous regardez même la rédaction de cet article, vous posez la question, est-ce que la personne est bête? Elle n'est pas allée à l'école? Le Liptako Gourma n'a existé que tout récemment. Les casques bleus n'intervenaient pas au Burkina Faso. Les casques bleus n'intervenaient pas au Niger. Le Liptako Gourma, c'est le Niger, c'est le Burkina, c'est le Mali. Alors regardez l'amalgame ici qu'on fait. Voilà des petits journalistes ratés. Des petits journalistes pervers qui veulent écrire et qui ne comprennent rien à rien. Ils parlent de Liptako Gourma, ils parlent des raids des terroristes. Mais dans le Liptako Gourma, c'est un cafouillage. Le Niger, parce que, écoutez bien, on dit dans le Liptako Gourma, il dit, mais dans le Liptako Gourma, dévasté par les raids terroristes, les patrouilles des casques bleus ont permis de freiner. Les patrouilles des casques bleus. Donc les casques bleus là allaient au Niger aussi, ça je ne savais pas. Les casques bleus là allaient au Burkina, je ne savais pas. Je pensais que les casques bleus c'était seulement au Mali. Donc ils allaient au Niger et au Burkina. Et ça c'est journaliste. Et ça là, quand on va parler, on dit Keïta se vante. Est-ce que vous-même là, quand vous voyez ça, est-ce que ça vaut la peine même que je continue la lecture? Voilà des gens que la France paye. C'est ça qu'on appelle la guerre de la communication. C'est ça qu'on appelle l'intoxication. C'est ça qu'on appelle la désinformation. C'est ça qu'on appelle la manipulation de l'information. On manipule, on ment et on intoxique. Il n'y a rien de vrai dedans. Je suis un correcteur. La première ligne, déjà, je ne continue même plus. Je donne 0 à la personne. La première ligne, je suis un correcteur. Si c'était un examen correcteur, je donne 0. Je continue même pas, je donne 0. Les casques bleus, le Liptako Gourma, les casques bleus n'intervenaient ni au Niger, ni au Burkina. Les casques bleus n'intervenaient seulement qu'au Mali. Alors, comment on peut parler du Liptako Gourma ici? Donc, j'ai dit à la France, bon, c'est vrai que vous allez m'approcher, j'ai dit non. Vous m'avez dit approcher, j'ai dit non. Mais au moins, si vous voulez donner du travail à Keïta, sélectionnez des gens qui sont à la hauteur. Écrivez des articles de journaux vraiment qui méritent que là, Keïta casse la tête, mais ça là même là, c'est 0. Ça c'est quoi? Ça c'est ridicule. Ça c'est un petit journal. Alors il continue. Les risques d'affrontement entre les forces armées. Maintenant, regardez comment il mélange. Maintenant, il revient, il dit les risques d'affrontement entre les forces armées maliennes FAMA et les groupes armés du Nord rassemblés au sein de la coordination des mouvements, bon, avait également un bon. Il dit, regarde-moi ça. Moi, bon. Alors, la communication. Je ne vais pas continuer parce que c'est du n'importe quoi. Alors, la communication, avant de tomber sur le sujet le plus crucial, on dit merci à Allah, on dit gloire à Allah, on dit alhamdulillah. Je vous ai dit que à Kidal, les informations tombent à compte-gouttes. Mais il y a une chose que je vous ai dite aujourd'hui qui est la base informationnelle de tous ceux qui parlent aujourd'hui de Kidal. Il n'y a pas un jeune malien sur les réseaux, que ce soit en Bambara, ou que ce soit dans un français approximatif, ou que ce soit dans un français académique, peu importe. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de Kidal, la base, avant même la MINUSMA, avant même que la MINUSMA ne quitte Kidal, je vous avais donné une base. Et tout le monde aujourd'hui parle de Kidal à partir de cette base. C'est-à-dire le contrôle des drones. Le rôle stratégique des drones. Tu veux quoi? Sors, sors, sors.
Le rôle stratégique des drones. Le rôle stratégique des drones. Je vous ai dit que l'armée malienne est à Kidal sans être à Kidal. Et si vous écoutez mon jeune frère Abdoul Niang aujourd'hui, quelqu'un que je respecte beaucoup, il dit que Kidal est infiltré. Rappelez-vous, avant même le départ de la MINUSMA, qu'est-ce que Keïta vous a dit? Et quand vous écoutez bien d'autres personnes qui vantent les mérites du renseignement intérieur, la sécurité d'État, Morbo Kone, rappelez-vous de ce que je vous avais déjà dit. J'ai dit, nous avons les yeux à Kidal, sans être à Kidal. Nos drones 24 sur 24 surveillent Kidal. Deuxièmement, j'ai dit, nos services de renseignement ont infiltré Kidal. Ce sont les yeux et les oreilles des forces armées sur le sol à Kidal. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, toutes les informations qu'on vous donne tournent autour de ces deux éléments. Personne ne parle en dehors de ces deux. Personne. À moins qu'on veut se faire, on veut être plaisanté. Personne ne sort de ce cadre. Les drones et le renseignement intérieur. Oui, évidemment, il y a d'autres informations qu'on donne. Ces informations-là, je ne vais pas m'hasarder là-dessus parce que je n'aime pas la preuve tangible. Je n'aime pas dire parce que c'est ce qu'on veut m'entendre dire. On veut que je dise des choses qui font plaisir. Les gens sont contents. Ah, je ne dirai jamais ça. Je dis sur la base de ce que je sais. C'est l'information que je vous donne. À Kidal aujourd'hui, là c'est indéniable. Je l'avais dit, quelques jours après, alhamdoulilah, tout le monde reprend aussi. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que ces criminels de la Zawa, j'avais parlé de la guerre de l'information et que nous rentrons dans une phase critique. Il faut penser à une information, à préparer et à donner des informations vraiment dignes de foi. Alors, regardez bien. On tue des gens. Les rebelles, criminels, assassins, terroristes, ils tuent des gens. Et ils photographient ces gens. Aujourd'hui, je crois même qu'ils ont... Attendez, je dois voir ça ici. Attendez, donne-moi une seconde. Je crois que je dois voir ça ici. Je dois voir ici. Donne-moi une seconde, hein. Bon, ça c'est pas... Attendez. Oh, la Cour de justice de la CEDEAO. Attendez, on va... Donne-moi une seconde, je vais lire l'information. Toi là, si je sors là, tu ne vas pas me reconnaître. Alors, je vais... Donne-moi une seconde. Hein. Alors, voilà ce qu'ils ont écrit. Écoutez très bien. À la main gagnée, écoutez très bien. C'est dans un courrier qu'on peut qualifier de cocasse que des personnes regroupées en collectif de légitimes traditionnels ont lancé un ultime appel à l'aide de la communauté internationale dans une ultime adresse au secrétaire général des Nations Unies et à la communauté internationale. Ces sécessionnistes du nord du Mali manifestent leur désarroi quant à la puissance de feu des forces armées maliennes. Donc aujourd'hui, les criminels et terroristes, ils interpellent les Nations Unies. Parce qu'il y a une situation qui est là pour comprendre bien. Je vous en prie, apprêtez-vous parce que là, c'est des bombes que je vais envoyer maintenant. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Je vous envoie des bombes maintenant. Comme vous êtes bien assis, les bombes vont tomber. Écoutez très bien. Les terroristes criminels, assassins, sécessionnistes demandent à la communauté internationale d'intervenir. Eux qui s'étaient retrouvés avec le Sénat français,
pour décider de la partition du Mali. Eux qui, en complicité avec Emmanuel Macron, qui avait commencé déjà un narratif selon lequel le Mali va tomber dans un califat. Écoutez très bien. La France prédit le Mali va tomber dans un califat. La première ministre prédit le Mali sera divisé. Le ministre des Affaires, la ministre merdique, avec sa gueule puante, colonisation, prédit la chute du Mali. Cornebeuf, le plus ridicule de tous les ridicules, l'idiot par excellence, prédit la chute du Mali. Au lieu de cela, ce sont leurs partenaires, leurs alliés criminels, assassins, les sécessionnistes, qui crient à la communauté internationale pour leur venir en aide. Alors là, ça ne marche pas. Moi, je ne comprends pas. Si le Mali, parce que eux ne disent pas, les terroristes sont en train de nous attaquer. Non. Ils disent, c'est la puissance de feu de l'armée du Mali qu'on craint. Mais alors que leurs partenaires, leurs maîtres, leurs conspirateurs, la France avait prédit l'hécatombe du Mali. Maintenant, eux, ils pleurent, ils crient qu'on leur vienne en aide. Ils ne peuvent pas aller vers la France, parce que la France avait prédit la chute du Mali. Ils ne peuvent pas aller vers la France, parce que la France avait prédit la fin du Mali, la division, la cession du Mali et la montée en puissance des groupes terroristes. C'est ce que la France a dit à son Sénat, et c'est le narratif que la presse française a véhiculé. Alors comment les sécessionnistes, les amis de la France, peuvent se retourner vers la France, demander l'aide de la France? Ils ne peuvent pas, sinon il y a problème. Puisque la France a prédit la chute du Mali, maintenant eux se tournent vers la France pour dire, ah, vraiment, il faut nous venir en aide parce que la puissance de feu du Mali, c'est trop fort. Alors là, ça veut dire que la France a menti. Ils ne peuvent pas aller dans la France, leur dire, si vous venez vers nous, vous allez nous ridiculiser. Donc, il faut aller directement vers les Nations Unies. Ils vont vers les Nations Unies, ils demandent l'intervention des Nations Unies, mais ce n'est pas tout. Là où ça devient intéressant, je vous ai dit que Alain Foucault m'a fait une grâce. Je vais vous expliquer. Alain Foucault me dit, Keïta, tu vois, pourquoi la France, les États-Unis, l'Union européenne, personne ne veut quitter le Sahel? Réfléchis un peu, Keïta. Je dis oui, il faut m'expliquer. Il dit le Sahel, à partir du Sahel, si la Russie est présente, si la Chine est présente, ou du moins, ce qu'ils craignent plus, les groupes terroristes, à partir du Sahel, à partir du Thessalite, il dit, tu peux frapper n'importe quelle capitale européenne en moins d'une heure. Un missile peut frapper n'importe quelle capitale européenne en moins d'une heure. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, si tu contrôles le Sahel, particulièrement la zone de Thessalite, tu installes des missiles là-bas, n'importe quel missile, c'est-à-dire que n'importe quel missile à partir qui fait un missile qui fait 10 000 km, un missile qui fait 5 000 km, tu peux frapper n'importe quelle capitale en Europe. Voilà la première crainte de l'Occident. Si la Chine s'entend avec les États du Sahel, c'est pas bon pour eux. Et leur pire ennemi, la Russie. Si la Russie s'entend avec les États du Sahel, forcément la Russie va installer son influence, c'est-à-dire ses bases militaires. En d'autres termes, aujourd'hui, les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Sénat français, dès qu'ils sont étonnés de la qualité du renseignement militaire dont dispose le Mali, qu'en réalité c'est le Mali qui donne des informations et au Niger et au Burkina. Parce que les Français sont partis et les Américains pour le moment refusent de donner des informations au Niger. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, comment nous, maintenant, comment on reçoit? Et ce qui fait mal au Sénat, ils disent, mais comment ils arrivent là où vous avez échoué? Et il y a un rapport qui a fuité. Et le monsieur m'a dit qu'il allait m'apporter le rapport. Je ne sais pas s'il a fait, je n'ai pas encore regardé. Il dit qu'il m'a mené un rapport qui a fuité du Sénat français, où les sénateurs demandent des explications à Macron, où les sénateurs sont très énervés, parce qu'ils ont fait croire aux sénateurs que nos États sont des États défaillants, que nos États ne tiennent pas la roue, que ce sont des petits. Mais les sénateurs disent, mais on est étonnés de voir comment ces gens-là sont plus déterminés, ils sont plus forts que nous-mêmes. Nous produisons des armes, ils ne produisent pas des armes, mais regardez comment ils sont.
Donc, les Européens, les Américains, ils ne veulent pas perdre le Sahel pour éviter que si nous devenons trop forts et trop puissants, nous serons une source de déstabilisation pour l'Europe. Nous-mêmes, on peut les frapper avec nos propres missiles. À partir du dans le Sahel, c'est à partir du nord du Mali, on peut les frapper. Donc, la création du Liptako Gourma, je vous avais prévenu il y a longtemps de la menace contre l'OTAN. Je vous avais dit que l'OTAN cherchait à entrer au sein de la CEDEAO, qui est une organisation économique, mais qui a échoué et qui aujourd'hui devient une organisation militaire. J'ai dit, l'OTAN cherche à s'infiltrer. Il y a des accords qui ont été signés, rappelez-vous. Et le G5 Sahel, récemment aussi, a signé des accords. Donc, le G5 Sahel est fini, parce que G5 Sahel, le Mali n'est plus dedans, le Burkina n'est plus dedans, le Niger n'est plus dedans. Donc, ça reste le Tchad et la Mauritanie. On peut parler des G5 Sahel? Non. Donc, maintenant, en lieu et place contre la CEDEAO, contre l'agression de la CEDEAO, contre les menaces de l'OTAN, contre l'agression du G2 Sahel, parce que c'est G2 maintenant, le Liptako Gourma devient une menace contre, et ils ont peur, parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu un de mes jeunes frères développer les conteneurs qui sont, je vous ai dit ces conteneurs, j'ai dit que les conteneurs sont passés devant moi, j'ai vu pratiquement ces conteneurs-là, depuis le matin, le Mali recevait pratiquement toute une journée, le Mali n'a fait que recevoir des armes. Des armes qui ne sont pas venues par bateau, des armes qui sont venues par avion. Et les armes qui viennent par bateau, eux aussi, vont accoster très bientôt au port de Guinée. Donc le Mali est en train de s'équiper sérieusement contre toute éventualité. Et l'équipement du Mali aujourd'hui, ce n'est pas contre des petits terroristes, je vous le dis. L'équipement du Mali va au-delà. Le Mali est en train d'équiper pour devenir le pionnier du Liptako Gourma. Parce qu'aujourd'hui, le Niger même se méfie beaucoup des armes qu'elle utilise parce que ce sont les armes de l'OTAN. Et ces armes-là peuvent facilement, j'avais dit à un moment au général, de passer toutes ces armes-là au peigne fin pour voir si ces armes-là n'ont pas comment on appelle, des informations qui permettent de les géolocaliser. Alors, donc, dans le Sahel, premier élément que Foucault m'a donné, c'était ça. Il dit le Sahel, c'est un enjeu stratégique, c'est un espace de déstabilisation pour l'Europe. Qui contrôle le Sahel, contrôle l'Europe. Raison pour laquelle aujourd'hui vous les voyez en train de mettre tout en œuvre pour ridiculiser, pour dénigrer la Russie et la Chine. Et en même temps, essayer de déstabiliser parce que si nos États arrivent à s'implanter et que nos États deviennent véritablement des États forts, l'Europe ne pourra plus jamais, au grand jamais, l'Europe ne pourra plus s'amuser ni avec le Mali, ni avec le Niger, ni avec le Burkina. Et à partir du Liptako Gourma, beaucoup de pays vont trouver sécurité auprès du Liptako Gourma par rapport à la puissance de feu que nous avons face à l'Europe. L'Europe peut tout avoir. L'Europe est venue bombarder la Libye. L'OTAN est venu bombarder la Côte d'Ivoire et la Libye. Mais au nom de Dieu, si le Mali, le Burkina, le Niger, si nous contrôlons notre Sahel et nous avons des missiles, billahi, aucun avion, ni de l'OTAN, ni de l'Europe, encore des Américains, ne va dire qu'il va venir. Parce que tu viens bombarder là, c'est votre capitale qu'on va raser. On envoie un seul missile, ça rase votre capitale. L'Iran est prêt à nous donner ça. La Corée du Nord est prête à nous donner. La Chine est prête à nous donner. La Russie est prête. Donc, on a peur de quoi? On a peur de rien. Et ils le savent. Raison pour laquelle ils veulent faire tout pour créer cette déstabilisation dans le Sahel. Parce que tant que le Sahel sera stabilisé, on aura le contrôle et la position géostratégique reviendra exclusivement au Liptako Gourma, le Mali, le Burkina et le Niger. Terminé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que Alain m'a donné, c'est le trafic de drogue. Il dit Keïta, regarde le trafic de drogue. La plupart de le Sahel aujourd'hui, c'est la plaque tournante. C'est-à-dire que tout passe par le Sahel, le golfe de Guinée, pour aller en Europe. Ça vient de l'Amérique latine, dans le Sahel, et puis là-bas. Mais
Nous, j'ai écouté, à cet effet, j'ai écouté le père à son âme, le président ATT. Il dit, mais attendez, la drogue là, est-ce que nos populations ont les moyens d'acheter la cocaïne là? La population n'a pas les moyens d'acheter la cocaïne. Alors, vous voulez que nous, on dépense des centaines de millions pour lutter contre ces criminels de drogue? Et vous, vous dormez pernant chez vous? Donc, la deuxième raison pourquoi les Américains sont dans le Sahel, c'est pour lutter contre le trafic de drogue et le terrorisme, les deux en même temps, trafic de drogue et terrorisme. Parce qu'ils veulent combattre comment on appelle ce trafic-là. Vous savez que la Guinée-Bissau, c'est un État de narcotrafiquants, la Guinée-Bissau. Même Oumar Ambalo Sissoko, il a été trafiquant de drogue. Oumar Ambalo Sissoko qui est là, j'ai quelqu'un qui le connaît très bien aujourd'hui qui me disait, Oumar Ambalo Sissoko, il a des réalisations au Mali. Il a des investissements au Mali. Il a vendu la drogue. C'est un monsieur, c'est pourquoi il est toujours protégé par la CEDEAO. Le jour où il ne sera pas présent, il ne peut pas rester en Guinée-Bissau. Il va fuir, il va quitter. Parce qu'il fait la grande gueule. S'il reste, les gars vont le liquider. Il reste, ils vont le liquider. C'est pourquoi il est gardé par les soldats de la CEDEAO jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas des Bissau-Guinéens qui le gardent, c'est la CEDEAO qui garde Oumarou Ambalo Sissoko. Parce qu'il s'est vendu. C'est un ancien trafiquant de drogue. Même chose, au même titre que le président actuel du Gabon, c'est un trafiquant de drogue aussi. Le général qui a pris le pouvoir au Gabon, lui aussi fait trafic de drogue. Donc quand les Américains viennent, quand l'OTAN, ils ne veulent jamais partir, c'est à cause de ces deux choses. Trafic de drogue, terrorisme. Mais en même temps, déstabiliser au maximum le Sahel pour éviter que le Sahel devienne une zone stable. Parce que tant que le Sahel sera stable, eux, ils seront menacés. C'est comme ça qu'ils comprennent. C'est comme ça qu'ils voient. Bon, évidemment, le troisième élément, ça vous le savez, on a déjà longuement parlé, c'est les ressources naturelles dont regorge le Sahel. On a pratiquement tout, sans exception, on a tout dans le Sahel. Alors, donc aujourd'hui, quand vous regardez ces jeunes gens-là, ils courent vers les Nations Unies qui sont partis précipitamment. C'est pourquoi j'ai dit à Assimi Goïta, rappelez-vous très bien, souvent je vous dis, Dieu vous a fait une faveur, Dieu vous a donné une bénédiction, c'est Keïta Cheikh Oumar. Je vous jure au nom de Dieu, je ne m'en vante pas, mais Dieu vous a fait un don inestimable. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, aujourd'hui ceux-là, ils courent pour demander aux Nations Unies, parce que tout simplement, ils veulent que les Nations Unies reviennent sur leur, comment dire ça, que les Nations Unies, pas revenir en tant que Nations Unies sous la forme actuelle, mais ils veulent que les Nations Unies restent pour s'impliquer dans la gestion politique du Mali. C'est pourquoi j'ai dit à Assimi Goïta, l'amunissement civil est plus criminel que l'amunissement militaire. L'amunissement civil est plus dangereuse que l'amunissement militaire. Parce que munissement politique, c'est là qu'ils vont vous mettre les bâtons dans les roues avec cette histoire des droits de l'homme. J'ai dit, une fois qu'on a dit non à l'amunissement, on ne veut plus l'amunissement, que ce soit civil ou que ce soit politique ou on ne veut plus rien avoir avec l'amunissement. Oui, le Bureau des Nations Unies peut rester, mais l'amunissement, on n'en veut plus. Et aujourd'hui, ceux-là, ils veulent que l'amunissement se reconvertisse en munissement politique. Pour dire, eux qui ont violé les accords d'Alger, ils veulent maintenant obliger les Nations Unies à revenir sur les accords d'Alger. Mais qui a violé les accords d'Alger? C'est eux. Qui a déclaré la guerre au Mali? C'est eux. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ils demandent à la population de Kidal de se tenir loin des emprises militaires, loin de toute présence des FAMA. Que parce qu'ils ont déclaré la guerre au Mali. C'est eux qui ont dit. Est-ce que les Nations Unies ont répondu par rapport à ça? Est-ce qu'Amnesty International a réagi? Est-ce que Human Rights Watch a répondu? Personne n'a réagi. Même pas la France.
Aujourd'hui que le Mali déploie ses muscles, aujourd'hui que le Mali les tue, ils appellent les Nations Unies. Pourquoi faire? Pour intervenir dans quoi? Pour dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, ils s'attendaient à une offensive terrestre. Là où ils allaient tuer, là où on allait vraiment dire, voilà l'armée malienne. Ils avaient déjà posté des jeunes gens partout à Kidal avec des téléphones pour filmer. Ils vont filmer et puis pendant qu'ils filment, ils mettent sur les réseaux. Mais le Mali a compris, je vous ai dit que le Mali, bien avant le départ de l'aménagement de Kidal, je vous ai dit que l'armée, les FAMA sont à Kidal sans être à Kidal. Ils ont des oreilles à Kidal, c'est-à-dire le renseignement intérieur du Mali est à Kidal, même à la date de jour où je vous parle. Et je vous ai dit qu'on a des drones qui sont stationnés 24 heures sur 24. Ce jour-là, quand je le disais, personne ne parlait de drones à Kidal. Personne. Je dis bien personne. Il n'y a pas une seule personne. S'il y a quelqu'un sur les réseaux qui dit qu'il a dit, dites-lui que c'est un menteur. Il n'a qu'à sortir la vidéo pour prouver qu'il a dit. Personne. J'ai été le seul, je vous l'ai dit. Personne. Bon, aujourd'hui, tout le monde se sert de ces drones-là. Mais je vous ai dit, Dieu vous a fait une faveur. Mais nous, on a fini avec ça. Je vous ai dit qu'on a le renseignement intérieur. Aujourd'hui, les gens me parlent de ça. Bon, tout le monde félicite. Moi, j'ai dit, hey, Keïta a déjà fini avec ça il y a des semaines. Je vous avais déjà dit ça. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces criminels de Kidal, ils avaient fomenté un coup. Ils voulaient piéger. Dieu merci. Les FAMA, le forgeron, Assimi Goïta, il a compris. Il a déjoué tous les pronostics. Ça, c'est Sadio Camara. Donc, tout ce que les gens avaient préparé, tout ce que la France, de concert avec les rebelles et les terroristes, le Mali a tout déjoué. Le Mali n'est pas tombé dans leur piège. Le Mali est resté dans les airs pour les bombarder. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des corps, ils les exhibent et ils disent c'est le résultat des bombardements. Le désespoir, la peur a changé de camp, le mensonge, la manipulation. Je vous ai parlé que la manipulation de la communication va commencer. L'intoxication va commencer. Les mensonges vont commencer. Voilà les résultats. Vous le voyez aussi bien que moi. Mais ce n'est pas tout. C'est pourquoi je remercie mon jeune frère Abdul Niang. Quand un drone vous bombarde, c'est pas avec des balles tirées par un fusil AK-47. C'est pas des Kalachnikov. Les drones ne tirent pas des balles de Kalachnikov. Les drones, ce sont des missiles qu'ils envoient. Ce sont des obus qu'ils envoient. Mais vous voulez voir comment les drones tuent? Attendez, regardez les bombardements des drones. Prenez, regardez ce que les drones ont fait. Regardez ça de près. Laisse-le partir, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que tu m'as donné la clé? Alors donc, comme je vous le disais, c'est simple, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, ils disent, ce sont les bombardements de nos drones. Bon, il n'y a pas de problème. Si Amnesty, cette ONG des menteurs, cette ONG criminelle, Amnesty et Human Rights, qui sont des ONG de mensonges, de manipulation, de falsification, des ONG de déstabilisation, mais c'est très simple, c'est pas compliqué, qu'ils prennent les corps de ces personnes qui ont été tuées et pratiquer l'autopsie, pour que l'autopsie nous révèle de quoi sont mortes réellement ces personnes. Les balles d'une arme et les attaques de drones, soyons sérieux. Soyons sérieux. On peut être aussi idiot ici, aussi bête que ça. C'est pourquoi je remercie franchement les réseaux. Je remercie franchement les réseaux. La réponse a été violente. La réponse a été unanime. Tout le monde est sorti pour demander qu'on montre ces corps, les impacts des balles et les impacts des frappes des drones. Qu'on fasse la comparaison pour savoir si réellement ce sont des drones ou si réellement ce sont des Kalachnikov. Mais les gens ont témoigné.
quand les gens rentraient pour aller prendre ce que la MINUSMA a laissé dans le camp, il y avait des frigos, je vous ai dit, des frigos, des cuisinières, comment on appelle ça, des climatiseurs, des postes téléviseurs, enfin, l'électroménager, le tralala que vous connaissez, les ordinateurs, les tables, enfin, les ordinateurs ils ont enlevé les disques durs, mais les ordinateurs, donc, tout ce que les gens pouvaient prendre. Donc, les gens qui entraient, puisque eux-mêmes, quand ils ont tenté la première fois, ils ont été frappés par les drones. Donc maintenant, quand la population civile essaie de s'approcher, donc eux-mêmes ils sont embusqués et puis ils tuent ici la population. C'est là qu'ils ont tué ces gens-là. C'est eux-mêmes qui les tuent. C'est eux-mêmes qui les ont tués. Moi, je me pose la question, comment on peut être criminel jusqu'à ce point? Comment on peut faire ça et imaginer qu'on ne va pas mourir? Imaginez que ce que tu fais, tu te caches pour tuer et puis tu veux mentir sur quelqu'un. Mais toi, tu crois que tu es caché. Dieu t'a vu. Ce que vous avez fait, Dieu a vu. Dieu a vu tout ce que vous avez fait. C'est le Dieu de la justice. C'est le Dieu des orphelins. C'est le Dieu des sans-voix. C'est le Dieu des opprimés. Il vous a vu. Mais tout compte fait, nous on a dit quelque chose, on a dit que nos drones sont stationnés 24 heures sur 24 au-dessus de Kidal et regardent ce qui se passe au niveau du camp. C'est pas ça? Donc nos drones ont certainement filmé. Peut-être que ces idiots de terroristes, ces idiots de rebelles, assassins, criminels, ils ne savent pas. Les mêmes drones qui vous frappent sont les mêmes drones qui sont en train de vous surveiller. Et les mêmes drones qui vous surveillent, les drones ont filmé votre assassinat. Donc les drones vous ont vu tuer des gens. Ça au moins on a les images aussi. Ou bien, nos drones vous ont vu. Vous avez été filmé en train de tuer des gens. Ça vous allez dire que c'est pas vous? C'est pourquoi les plus intelligents n'ont pas voulu, la presse occidentale n'a pas voulu trop se jeter dedans. Les Nations Unies elles-mêmes n'ont pas voulu trop rentrer dedans. La France elle-même n'a pas voulu parce qu'ils savent que si les gens là, ils ont des drones en haut, c'est que les drones ont filmé les gens en train de tuer. Si on veut prendre position, on risque d'être ridiculisé. Parce qu'ici sortent les images et comme on connaît le Mali, c'est des gens, c'est des militaires, ils ne parlent pas. Ils attendent, ils nous tendent un piège. Le même piège qui nous a tendu et puis on est parti précipitamment de Kidal. C'est le même piège qui nous tend encore. Si on se met à trop parler, ils vont sortir les images. Donc mieux vaut ne pas s'exposer. Laissons les gens de Kidal eux-mêmes parler. On ne peut pas intervenir dans ça parce que si on sort, on sera humilié. Ils ont filmé, ils ont les preuves que ce sont les rebelles même qui ont tué. Les drones ont filmé les rebelles en train de tuer la population qui entrait dans le camp. Donc, mieux vaut se taire que de prendre position. Si on prend position, on sera humilié. Pour une fois, ils ont réfléchi. Ou bien, parce qu'ils pouvaient parler, mais ils n'ont pas parlé. Ils se sont tués. Infiniment merci à tous et à toutes parce que